Mesdames, Messieurs, merci d'être avec nous dans Débriefing. Débriefing chaque semaine, le tour des questions qui agitent le débat public. Aujourd'hui, on aura le dialogue et le débat sur la Constitution. Deux thèmes qui se sont invités à la rentrée parlementaire, c'était hier. Et cette polémique sur ces présumées postures du docteur Denis Mukwege. Il est à Kinshasa pour la promotion du film qui lui est consacré, L'homme qui répare les femmes, la colère d'Hippocrate. Certains lui prêtent des intentions de manipuler ses patients pour des fins politiques. On verra également les infidélités du courant électrique et ses conséquences sur la vie sociale, etc., etc. Et j'en parle avec Pati Katanga, il est du MDC, c'est le président de ce parti politique, le mouvement des citoyens Mai Mai. Il est également le porte-parole de la dynamique Tshisekedi président. Vous le savez, cette plateforme qui a porté à bout de bras Etienne Tshisekedi pendant sa campagne électorale en 2011. Et pour la première fois dans Débriefing, Maître Manjolo Guillaume, il est de l'ULDC. L'ULDC, c'est le parti du ministre Raymond Tshibanda des Affaires étrangères, un parti de la majorité présidentielle. Il est également conseiller au COMESA, à la SADC, essayiste en philo-politique. En deux mots, c'est quoi la philo-politique? Juste deux mots. La philo-politique, c'est la science, d'abord, c'est la sagesse qui permet de pouvoir comprendre comment est-ce qu'on doit gérer la société. Comment on gère la société en termes de quels sont les concepts qui permettent de pouvoir gérer la société. C'est ça la philo-politique. Ok. Alors, il y a la dynamique Tshisekedi président, DTP, et il y a le 7 soutien à Etienne Tshisekedi. C'est ces deux choses différentes. Oui, deux plateformes sœurs, parce que nées au même moment, en 2011, pour soutenir la candidature d'Etienne Tshisekedi. Il y a DTP, Dynamique Tshisekedi président, et puis il y a eu 7. Les deux plateformes principales qui ont soutenu Etienne Tshisekedi à l'élection présidentielle de 2011 en dehors de son parti, l'UDPS. Ok. Alors, pour que ça soit un peu plus clair dans la tête de ceux qui nous suivent, il faut préciser que vous êtes de cette opposition qui se dit pro-dialogue. On va commencer par les sujets en images. On prend tout de suite les deux cérémonies au Parlement à l'occasion de cette rentrée parlementaire. Une session de plus vient de s'ouvrir ce mardi à l'Assemblée nationale. Session qui, selon le président de cette chambre du Parlement, devra gérer le contexte et le fruit du dialogue national inclusif, quelle qu'en soit la forme. Quels que soient les termes de référence du dialogue, l'agenda et les conclusions de ce forum, quelles que soient les interprétations des uns et des autres concernant ce haut lieu d'échange, ces recommandations et résolutions finales, c'est nous, les élus du peuple, qui allons finalement trancher. Les voix n'ont pas attendu pour se lever. Si le dialogue aura lieu, quelle que soit la forme, alors le dialogue est d'avance dénaturé. Quand on dit quelle que soit la forme, donc ça peut être même un conglomérat. Ça peut être même un dialogue de quelques amis, de quelques copains. Et pourtant, nous voulons un dialogue qui réunit toutes les tendances, même les plus radicales possibles. Des débats républicains, il y en aura durant les 3 prochains mois sur les questions les plus vitales de la nation. Premièrement, les conclusions du dialogue. Il faudrait en débattre au niveau des élus pour définir leur mise en œuvre. Deuxièmement, les questions les plus récurrentes actuelles. Il s'agit sur le plan sécuritaire de la poursuite des tueries, particulièrement en Ituri et au Nord Kivu, de la part des rebelles, des insurgés étrangers, bénéficiant malheureusement de temps en temps de la complicité de quelques compatriotes. Troisièmement, la problématique des 28 mesures du gouvernement, destinées à juguler la baisse des recettes et à booster la croissance, face à l'impérieuse nécessité d'appuyer conséquemment les nouvelles provinces et de prendre en charge plus efficacement les attentes sociales pressantes. Une idée appuyée par les cadres de la majorité présidentielle. Les députés nationaux vont également poursuivre des réformes législatives, notamment celles liées à la carrière du fonctionnaire judiciaire et la question des adoptions internationales des enfants. Les sénateurs retrouvent cette salle de conférence internationale après 3 mois de vacances parlementaires. Des vacances parlementaires qui ont coïncidé avec le 10e anniversaire de la Constitution de 2006.
C'est justement autour de cette loi fondamentale que le président de la Chambre haute du Parlement a consacré son discours mardi à la cérémonie solennelle d'ouverture de cette session de mars. D'abord, de l'origine de ce texte. La Constitution actuelle est le fruit d'un consensus politique obtenu à Sun City grâce à la médiation des Amis du Congo. L'accord global et inclusif a été le couronnement historique des efforts en vue de mettre fin à 4 années de guerre fratricide. Élaborée par le Sénat de la transition puis adoptée par l'Assemblée nationale, cette constitution a été approuvée par près de 85% de la population congolaise. Par la vertu du référendum, elle est devenue la volonté politique du peuple. Cristallisée dans un document solennel et public, cette volonté s'impose aussi bien aux institutions qu'au peuple lui-même, désormais devenu acteur du jeu constitutionnel. Ensuite, Léon Kengwa Dondo a souligné les forces de cette loi sur tous les plans. En rapport avec les faiblesses, le président de la Chambre haute du Parlement note que la Constitution n'a pas permis, 10 ans après sa promulgation, l'application effective du régionalisme. Et de conclure, c'est une constitution complète, une constitution démocratique, une constitution stable. Le caractère complet de la Constitution résulte de l'abondance et de la diversité de ses matières. Sur son caractère démocratique découle des valeurs qu'elle renferme. Le principe de la souveraineté du peuple, l'obligation de conquête du pouvoir par des voies démocratiques, le principe du respect des droits fondamentaux, la forme républicaine de l'État. Les sénateurs devront examiner 13 nouveaux projets de loi et quelques arriérés des sessions passées. Merci Alain Bama pour ces reportages. Alors tout de suite, cette question, Maître Manjolo, pourquoi pas un dialogue inclusif si c'est dans l'intérêt de tous? Mais qui a dit qu'il n'y avait pas un dialogue inclusif? Je n'ai pas entendu quelque part quelqu'un dire voilà, qu'on excluait certaines personnes du dialogue, nulle part. Le dialogue est inclusif, il fait appel à tout le monde, c'est-à-dire à tous ceux qui estiment avoir quelque chose à pouvoir dire dans ces processus assez complexes, assez difficiles, en ce qui concerne la mise en œuvre notamment du calendrier électoral qui est aujourd'hui bloqué, totalement bloqué. Comment on fait? On doit discuter parce que bon, nous sommes contraints de le faire en regard aussi de la position de l'organe technique qui est la CENI, qui nous dit donnez-moi ce que je dois faire, puisque là je suis complètement bloqué aussi. Voilà, c'est ça. Donc c'est inclusif. Je ne vois nulle part, à moins que vous le sachiez, enfin en dehors de ce que moi je sais, qu'on ait écrit quelque part que tel ou tel autre serait exclu de la discussion, du dialogue. Il n'y a nulle part où c'est mentionné. Il y a une opposition qui ne viendra pas à ce dialogue. Oui. Une autre, comme celle de Pati Katanga, est pour ce dialogue. Du coup, on se dit que vous y allez quasiment ventre à terre. Merci beaucoup de votre invitation, Mamina Massengo. C'est très grave ce que je viens d'entendre du président de l'Assemblée nationale. Le dialogue, quelle que soit la forme. Non, ce n'est pas notre dialogue. Je suis Maïmaï, je suis tshisekidiste. Je suis le porte-parole de Dynamique Tshisekedi président. Je soutiens le dialogue parce que ce dialogue a été voulu par mon autorité morale qui est Étienne Tshisekedi. Mais notre dialogue à nous est bien encadré. C'est le dialogue qui doit découler de l'accord cadre d'Addis Abeba et des résolutions subséquentes. Ce n'est pas n'importe quel dialogue. Ça veut dire en clair? Ça veut dire qu'en clair, nous ne viendrions pas à un forum convoqué par la majorité présidentielle. Nous viendrons à un dialogue entouré et respectant le prescrit de l'accord cadre et des résolutions subséquentes. C'est clair et net comme l'eau de roche dans un verre. Le premier préalable, c'est quoi? Un facilitateur, Edem Kodjo, a été désigné par l'Union africaine. Merci. Nous sommes déjà dans le bon. Je l'ai rencontré 2 fois, Edem Kodjo, quand il est venu à Kinshasa. Nous sommes déjà dans le bon, parce que l'Afrique fait partie aussi de la communauté internationale. Que l'Afrique nous ait désigné un facilitateur. Que ce facilitateur soit entouré ou peut-être complété par d'autres co-facilitateurs, ça sera une bonne chose. Mais c'est en contradiction totale avec ce que vient de dire le président de l'Assemblée nationale, Obeminako. Le dialogue, quelle que soit sa forme. Ça veut dire qu'ils veulent convoquer le congrès du PPRD et le faire passer pour dialogue. Non, nous voulons un dialogue inclusif, respectant les prescrits de l'accord cadre et des résolutions subséquentes. Quoi qu'il en soit, vous êtes pour, beaucoup de vos copains de l'opposition sont toujours contre. Mais
s'ils sont contre mes amis de l'opposition, quelle que soit la il forme, faut qu'ils nous disent, quelle que soit la forme. Il faut qu'ils nous disent, ils proposent quoi à la place. Le problème, c'est la contradiction permanente que je trouve à leur chef. Nous allons arriver au moment où on devait avoir les élections à la fin de l'année. La CENI vous dit qu'elle ne peut pas organiser les élections avant au moins 16 mois. Bah, on ne vient pas au dialogue, on ne veut pas discuter de cela. Mais on propose quoi à la place? On propose quoi? Un prononciamiento militaire? On veut quoi? On veut un scénario à la Burkina Faso ou un scénario à la burundaise? Non, c'est pas ce que je souhaite pour mon pays. Et Tshisekedi dit les problèmes politiques doivent être résolus autour d'une table par les acteurs politiques congolais. Et je pense que s'il y a une lueur de lumière, pour éviter une catastrophe à notre pays, il faut exploiter cette lueur de lumière. Moi, je pense qu'il y a encore une fenêtre ouverte. Alors, Edem Kodjo a été désigné déjà depuis un moment. Il y a même l'opposition politique et républicaine qui lui lance un ultimatum. Si au 31 mars, il n'y a pas de comité préparatoire, alors il sera désavoué. Ouais, c'est un peu trop On a l'impression que le dialogue est en berne. Non, il n'est pas en berne. Il y a un problème, et là, les co-débatteurs viennent de le dire un peu plus clairement, sauf si, quelque part, on peut constater effectivement il y a un minimum de contradiction à la fois de ce qu'ils veulent et ce qu'ils ne veulent pas. Donc c'est un peu compliqué de pouvoir comprendre. D'ailleurs, lui-même a la difficulté d'avoir la bonne lecture de ce que l'opposition veut exactement, parce qu'ils ont une position, et cette position est encore discutable, parce que tout simplement, ils veulent ceci, mais il faut que ça soit ceci avec cela et tout ça. Bon, dans un premier temps, il faut relativiser, dire par exemple que dans l'accord cadre par rapport aux engagements de la RDC, et les points précis sur l'engagement de la RDC, les mots dialogue n'est pas évoqué. On parle des conciliations, des discussions entre les Congolais. Mais ce qui précise, au fait, les principes du dialogue, c'est plutôt 2098. C'est celui-là qui précise les principes du dialogue. Donc c'est une décision des Nations Unies, une résolution des Nations Unies, et qui doit être mise en œuvre. Et comment on met ça en œuvre? On met ça en œuvre par rapport à un processus, d'abord au niveau régional, d'abord du pays, puisque le pays est impliqué lui-même, il ne peut pas prendre des dispositions pour pouvoir désigner quelqu'un. Donc on doit se référer au niveau régional. Donc on remonte au premier stade au fait, de la région. Quelle est la région qui est impliquée? Quelles sont les régions qui sont impliquées dans l'accord cadre? Parce que c'est 2098 qui met en œuvre l'accord cadre. Qui est impliqué? La CIRGL et la SADC sont impliqués. Bien, est-ce qu'ils ont l'autorité de pouvoir décider à ce niveau-là? Non, on remonte au niveau de l'Union africaine. Alors il faut proposer un candidat selon ce qu'on doit faire dans ces cadres-là. Et qu'est-ce qui se passe? On se réfère aux Nations Unies qui, en harmonie avec l'Union africaine, décide qu'effectivement ça sera telle personne. Donc déjà, la nomination, puisqu'il y a ce qu'on appelle un système de subsidiarité, c'est-à-dire que tout est subsidiaire. Vous ne pouvez pas décider d'aller à l'ONU sans passer par tous les mécanismes qui vous permettent d'aller stade par stade. C'est comme si vous allez en justice, vous commencez par la première instance, vous passez à l'appel et puis vous allez jusqu'au bout. C'est ça le processus. Malheureusement, c'est pas la faute de l'opposition, c'est pas la faute de ceux qui nous suivent, c'est la faute en partie de nous au niveau de la majorité qui n'avons pas la communication facile, où les gens qui passent ne disent pas exactement, ils n'ont pas la technicité requise pour dire les choses telles qu'elles doivent être dites. Ça, c'est le premier palier. Maintenant, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, bien, ils sont d'accord d'y aller, mais selon que j'ai pas très bien compris au fait. J'ai difficile à comprendre aller n'est pas aller à la fois. Et le fait de pouvoir exclure, et puis, ah oui, effectivement, parce que tout à l'heure, il disait... En clair, ils iront, mais pas n'importe comment. Oui, mais non, mais c'est flou. On est dans une nébuleuse dont on ne sait pas, au fait, décrire exactement de quoi il s'agit. On veut aller, mais pas n'importe comment et tout ça. Vous avez demandé à ce qu'on puisse avoir un dialogue. Très bien. En regard des principes internationaux. Très bien, ça a été mis en place. Et comment on le fait ça au niveau de la RDC? C'est lui qui a l'autorité sur à la fois l'accord cadre et la mise en œuvre de la résolution des Nations Unies. Qui est cette personne-là? C'est le chef de l'État. Et quel est le mécanisme? C'est l'ordonnance. C'est fait. Maintenant, au niveau du Parlement, dont la Chambre basse, est en train de discuter sur comment on fait. Les résolutions qui viendront des discussions doivent être entérinées par le peuple. Les souverains dont on parle aujourd'hui sont représentés comment? C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre quelqu'un sur un marché en disant tu es le souverain. Non, il y a des mécanismes institutionnels qui ont été placés, notamment l'Assemblée nationale qui représente ces souverains. Parce qu'ils ont été élus, ils sont là et c'est reconnu par tous. Alors, on retrouve dans cette structure-là aussi bien les gens de la majorité que de l'opposition. L'UDPS y est très bien représenté par ailleurs. Bon, nos amis de gauche là donc, sont dedans, ils sont vraiment implantés dedans. Même si entre eux, il y a certaines difficultés qu'on peut comprendre parce que bon, c'est toujours difficile de faire la politique en RDC et comprendre ce que les gens veulent exactement. Mais simplement, tout le monde s'y trouve. On n'a pas dit qu'on allait faire les dialogues au niveau de l'Assemblée nationale. L'ordonnance ne donne pas injonction à l'Assemblée nationale pour tenir un dialogue. Elle fixe les cadres et maintenant, il appartient
à l'Assemblée nationale d'avoir un œil dessus, parce que c'est le peuple qui a un œil dessus. C'est tout simplement ce qu'on vient de suivre. Donc il n'y a pas une contradiction par rapport à ce qui a été prévu par les chefs de l'État en termes de cette ordonnance-là, permettant la mise en œuvre à la fois de la résolution qui tire sa substance de l'accord cadre, et par conséquent, il n'y a aucune contradiction. Mais j'ai difficile, ça va faire presque 5-6 mois que je suis sur cette situation, j'ai difficile à voir un contradicteur de l'opposition. Bon, malheureusement, pour moi aujourd'hui, je pensais tomber sur quelqu'un qui est complètement en opposition avec ça, mais j'ai la chance de tomber sur quelqu'un qui a compris l'essence de la nécessité du dialogue, donc je suis tout à fait à l'aise par rapport à ça. Maintenant, on peut discuter sur les modalités, comment faire ça, comment les contours, comment on va enrober le contour de sorte à ce que... Les modalités apparemment ne font pas l'unanimité, c'est ça? Oui, mais encore faut-il qu'ils puissent proposer la modalité. Écoutez, moi je suis un acteur Comment politique. voulez-vous y aller? Moi je suis un chef de parti, je dirige une plateforme, je ne viens pas parler juridisme ici, je viens parler politique. Mon contradicteur peut vouloir expliquer deux choses que les Congolais ne comprennent pas. Nous sommes clairs et limpides. Un dialogue, c'est parce que, depuis 2011, nous avons deux présidents de la République. Un qui a prêté serment au camp Tchatch et l'autre qui a prêté serment dans sa résidence à Limité. Non, vous voulez faire... Nous sommes partis d'un problème. Il faut traiter le problème. Faire rire les gens? Non, on ne fait pas rire les gens. S'il n'y avait pas de crise, on dialoguerait sur quoi? L'UDPS... Mais s'il n'y avait pas de crise... L'UDPS, c'est dans la mise en place de ce dialogue. L'UDPS... négocie, l'UDPS étant pour parler justement avec la majorité pour mettre en place ce dialogue. Oui, justement, c'est parce que nous ne voulons pas répéter 2011. C'est parce qu'on ne veut plus jamais Alors, que 2011 se répète au Congo. Voilà pourquoi il faut avoir les dialogues. Si se considérait véritablement comme le président de la République, il ne serait pas en pourparler avec les gens de la majorité. Ce n'est pas ce que j'ai dit, vous n'avez pas suivi mon fil d'idée. J'ai dit que ce qui s'est produit en 2011, nous avons décidé que cela ne se reproduise plus. Deux présidents qui prêtent serment au même moment, ça fait république bananière. Alors pour que cela ne se reproduise plus, il faut avant les élections que les acteurs politiques congolais discutent et tombent sur un accord minimal, de façon à aller vers des élections apaisées. Pour plus que jamais, alors plus jamais que 2011 ne se répète. Bon, maintenant qu'on nous dise, l'accord cadre ne parle pas du dialogue, il parle de la réconciliation nationale. Comment vous voulez faire la réconciliation nationale si vous ne dialoguez pas? Et c'est bien de nous dire, les résolutions subséquentes, normalement, la 2098, et qui est presque la mesure d'application de l'accord cadre, mais cette résolution et les autres parlent du dialogue. Si nous avons la volonté de dialoguer, il faut y mettre la volonté politique, tout simplement. Il ne faut pas chercher du juridisme. C'est-il seulement mon contradicteur? Pourquoi ce dialogue est bloqué jusqu'à aujourd'hui? Pourquoi, selon vous? Mais parce que il faut que les acteurs principaux, c'est-à-dire Etienne Tshisekedi et le président Kabila, les deux acteurs principaux de la politique congolaise, doivent se mettre d'accord. Ok, mais l'UDPS sur ce coup-là se comporte comme une mariée. Hein. Quand elle dit non, tout est bloqué. Maître Manjolo. On a une difficulté de lecture de ce qu'ils veulent exactement, puisque bon, à la fois on dit qu'il ne faut pas du juridisme. On en est aux deux principaux acteurs. Oui, mais il n'y a pas l'UDPS, selon lui. On est dans la confusion totale. On n'a pas parlé ça. Déjà, on est parti sur une base. Tout a démontré pendant longtemps que Etienne Tshisekedi et l'UDPS étaient au cœur de ce dialogue. Oui, bien entendu. L'UDPS veut ci, l'UDPS veut ça. Oui, madame, partons d'une base tout à fait simple. Il ne faut pas aller compliquer les choses. On veut pas c'est pas question du juridisme. On n'est pas en train de faire du droit matin, midi, soir. Tout acte politique posé doit être traduit en termes des règles et des normes, ou doit se référer aux règles et aux normes permettant de pouvoir assurer la société. La société est gérée par les règles. C'est les droits. C'est pas la politique. Comment dirais-je, dans l'abstraction. Oui, ça on a compris. À ce jour, pourquoi est-ce que les choses n'avancent pas? Oui, permettez-moi de pouvoir revenir aussi. Pourquoi les choses n'avancent pas? Non, j'y viens. Je vais donner toutes les réponses que vous voulez sans problème et tout ça avec précision, de sorte à ce que les gens qui nous suivent puissent suivre, qu'ils puissent comprendre de quoi il s'agit. Il n'y a pas de chef d'État dans ce pays. Si vous partez du principe que vous appartenez à un pays, à un État, il y a des processus. J'ai énormément de respect pour M. Tshisekedi, mais le fait de pouvoir prêter serment dans sa chambre à la maison et tout ça n'est pas prêter serment, ça ne s'appelle pas comme ça. Il y a un mécanisme par rapport à ça. Il y a les tribunaux, il y a des autorités devant lesquelles on doit prêter serment. Il y a un processus qui mène à ça. Donc on a la CENI qui doit proclamer, et puis par la suite, il y a la Cour suprême à l'époque, aujourd'hui Cour constitutionnelle. C'est ça le processus. Alors, tant qu'on a fait ce processus-là, on peut se déclarer chacun dans sa chambre qu'il est chef de l'État. C'est très bien, il n'y a pas de problème. C'est l'ordre du burlesque et du comique, mais ce n'est pas ça la politique. C'est-à-dire c'est un amusement. On peut avoir des frustrations tout à fait justifiées. Je suis d'accord avec vous, mais ce n'est pas ça.
Premier élément. Donc, pour répondre à cet aspect-là précis. Pas de juridisme, tout simplement, les normes de la société. Tout à l'heure, vous avez posé une question tout à fait fondamentale, en me demandant, c'est quoi philo-politique? On lance des concepts, on les traduit en normes, et les normes, on les applique. C'est ça, les principes. Donc, on doit être la sagesse des normes. Alors, quelqu'un d'une sagesse, une autre sagesse comme M. Tshisekedi, sait très bien comment fonctionnent les choses. Et aujourd'hui, d'ailleurs, puisqu'il a prêté serment, pourquoi est-ce qu'il voudrait négocier avec des gens parce qu'il estime qu'il n'existait pas? Où sont les préparatifs du dialogue, justement? Mais oui, mais là, on avait les problèmes des préparatifs du dialogue. Et ça, j'aimerais comprendre. Puisqu'on n'a pas eu un cahier de charge précis venant du premier interlocuteur, qui est l'UDPS, c'est quand même la première force. L'UDPS a produit une feuille de route depuis plusieurs mois. Mais on n'a pas à produire une feuille de route. On a à pouvoir aller au dialogue et ensemble mettre en place ce qu'on doit faire ensemble. La clé du problème... C'est vous qui parlez de cahier de charge. Oui, mais oui, il propose une chose. Vous savez, madame, depuis combien de temps est-ce qu'on a eu la position et les yo-yo de l'UDPS? Ils étaient d'accord, à un moment donné, ils n'étaient plus d'accord. Dernièrement, on a eu une position qui venait du secrétaire général, qui n'était pas la position du fils de M. Tshisekedi, ainsi de suite. Donc, on ne comprend plus rien. Vous parlez avec les gens au matin, ils donnent une position, au soir, quelqu'un d'autre donne un autre son de cloche. Et justement, c'est ça qui bloque la machine. Mais oui, mais c'est ça le problème. Les atermoiements de l'UDPS. C'est ça exactement. Mais le problème, c'est quoi? Parce qu'au jour d'aujourd'hui... Ils vous tiennent à la gorge. Mais ils ne tiennent personne à la gorge. Ben si. Madame, ayez conscience que c'est la première force de l'opposition parlementaire. Peu importe comment ils prennent ça. Parce qu'ils se disent, et suivez bien, oui, nous sommes la première force de l'opposition. Mais sur base de quoi? Sur base d'une élection qu'ils ont niée. Ils ne sont pas d'accord avec cette élection-là, mais en même temps, ils sont d'accord qu'ils sont la première force de l'opposition. Mais sur quelle base légale? La base légale, c'est les parlements. Et ils sont au Parlement en tant que première force de l'opposition. Très bien. Alors, puisque vous êtes dans la structure de l'État et tout ça, suivez les mécanismes que l'État met en place. Et ici, il y a une ordonnance qui fixe ce qu'on doit devoir faire. Allons-y pour le faire. Il y a une question majeure, madame, qui est la question, puisque le processus électoral est bloqué, toute la question du dialogue, comment on fait techniquement? Comment on fait techniquement? On rentre dans une salle, on s'assied, on dit voilà, la CENI vient devant nous, et d'ailleurs elle a consulté pour ça. J'ai un problème. Monsieur vient de le dire, à parler de 16 mois. Ah, la fameuse tripartite. Mais il n'y a pas de tripartite. Il n'y a pas de tripartite. C'est quoi la tripartite? Il y a seulement les acteurs politiques. CENI, opposition, majorité. Mais non, CENI n'a pas à participer à une tripartite, c'est une instance technique. Vous évoquez la présence de la CENI à la table des négociations tout à l'heure. Non, je n'évoque pas la présence de la CENI. La CENI vient pour apporter son conseil et son éclairage technique. Dire, moi, la loi fondamentale me donne mandat de pouvoir organiser les élections. Là, j'ai un problème. Et comment vous me proposez, vous, en tant que politique, la solution qu'il faut devoir appliquer maintenant? C'est ça, l'outil de la CENI. Okay. Elle n'a pas participé aux discussions. Alors, on passe à ce qui s'est passé à cette rentrée parlementaire au Sénat. Léon Kengo Adondo est revenu sur les 10 ans de la Constitution, passé inaperçu début février. Et certains journaux que j'ai lus ce matin, on semblait comprendre que le président Kengo appelle au respect de la Constitution. Mais il y a un respect de la Constitution. Oui, mais bien sûr, il n'y a pas de problème. Oui. D'abord, je vais préciser deux choses. Bon, ne revenez pas. Non, je suis obligé de répondre à deux choses. Parce que vous aviez parlé. Ça tient avec même la position du président Kengo. Mon contradicteur de droite pense que c'est facile. Il y a la CENI, il y a la Cour constitutionnelle. Ça suffit, il faut s'y conformer. Nous lui disons. Non, ça pose problème. La CENI pose problème. La Cour constitutionnelle pose problème. La preuve, la CENI. Pour les élections de gouverneurs. Après avoir eu l'injonction de la majorité, l'injonction, j'ai dit, la lettre de Robert Minago, on a invalidé les candidats indépendants. Mais il n'y a pas de logique. Le président Kabila, à 2 reprises, il a été candidat indépendant. Est-ce que la CENI l'a invalidé parce que son parti se le fait perdre? C'était avant que les lois ne changent. La loi électorale a changé. Non, ça c'est la Constitution. Dès lors qu'on quitte son parti, c'est la Constitution qu'on interprète. La loi électorale a changé. Donc on estime qu'on appartient à une plateforme, à un regroupement politique. On ne peut pas se présenter en dehors de ce regroupement. Mais le président Kabila s'est présenté en dehors de son parti, et en 2006 et en 2011. Il fallait l'invalider, il était candidat indépendant. Donc je suis en train de dire à mon contradicteur de droite, ce n'est pas si facile que ça. La CENI pose problème, et la CENI ne peut pas en même temps être problème et être la solution. Donc la CENI, nous, au dialogue, nous allons demander la dissolution de la CENI et sa refondation. Donc il faut qu'ils comprennent que pour nous, la CENI ne nous engage pas. Encore moins la Cour constitutionnelle. Comme lors des concertations. Maintenant, le président Kengo. Lorsque le président Kengo appelle au respect de la Constitution, très bien, parce que la Constitution a été accouchée dans la douleur, on connaît. J'étais à Sun City. Je sais les sacrifices qu'il fallait endurer pour arriver à la Constitution de février 2006. Mais d'accord,
Mais là où je ne suis pas d'accord avec le président Kengo, je l'ai lui dit en face. Mais lui, il est en dehors de la Constitution. Ça fait belle lurette que son mandat est arrivé à terme. C'est bien de vouloir donner des leçons aux autres, mais lui ferait mieux de commencer par démissionner parce que son institution est déjà caduque et n'a plus de légitimité. Son institution est en dehors de la Constitution. Il faut qu'il commence par balayer d'abord devant sa propre porte. C'est pour ça que je vous dis, c'est bien au Congo de donner des leçons, mais il est difficile, comme on dit en français, les critiques sont faciles, mais l'art est difficile. Au Congo, aujourd'hui, je sais pourquoi, le président Kengo veut aujourd'hui appliquer le respect de la Constitution, parce qu'on dit qu'il y aura une motion de censure contre lui. Dans la ville, c'est répandu qu'il y a eu une motion de censure contre lui, et du coup, il faut le respect de la Constitution. Mais le respect de la Constitution, mais aussi de l'institution Sénat, qui est largement en dépassement de délai. Il devait déjà démissionner. Okay. Alors, Maître Manjolo. Oui, mais par rapport à la position du président Kengo, ce qui est malheureux, c'est-à-dire que bon, je m'associe en partie à ce qui vient d'être dit. Je ne comprends pas très bien que les gens de cette hauteur-là puissent se ramener aux discussions aussi légères. Dans la mesure où ces pays vivent depuis presque 10 ans, oui, quasiment 10 ans, avec le même Sénat. D'ailleurs, le Sénat qui a été fait sur base de 26 provinces. Ces Sénats représentent 26 provinces qui n'ont pas existé pendant une période et qui viennent de commencer à exister maintenant, là, tout de suite. Ça pose un problème. Il aurait fallu qu'ils puissent dire, écoutez, voilà, moi je suis un juriste pointu, j'ai une expertise réelle de la République, j'ai le respect de la Constitution parce que j'y ai participé, parce que j'ai vu que c'était à la suite des difficultés énormes, des souffrances du peuple et par conséquent on doit respecter ça. Ils n'ont pas respecté. Ils ont bénéficié de toutes les faveurs de la République pendant quasiment 10 ans et je peux dire aujourd'hui un peu plus de 5 ans et sans pour autant avoir mandat pour ça. C'est très malheureux. Et puis maintenant quand on dit respect de la Constitution, je vois qu'est-ce qu'ils visent. Mais ceux qui visent aujourd'hui, contrairement à ce qui vient d'être dit par rapport à la motion, je penche pas de ce côté-là, mais les bruits courent, il faut courir les bruits. Que il y aura vacance de pouvoir et par conséquent, le sénateur ou le Sénat, le président du Sénat, devra récupérer le poste. Ils sont dans cette option-là totale. C'est-à-dire qu'un Sénat complètement caduque, d'une part, qui ne peut pas prétendre aujourd'hui de quoi que ce soit. Et parallèlement à cela, on a un problème par rapport à la vacance en question. Quelle vacance? La vacance est stipulée dans un article précis et on voit les termes de vacances. Et la situation actuelle ne parle pas de vacances, n'est pas conforme à la vacance. Et puis par ailleurs, l'institution qui doit organiser les élections, qui est la CENI, qui est aujourd'hui chahutée ici et là, selon qu'on a envie de faire une chose ou une autre, tout ça, est appelée à pouvoir donner d'abord sa position. Alors il y a une polémique au sujet donc des articles de la Constitution concernant la vacance au pouvoir. Selon qu'on est de l'opposition, de la majorité, chacun son article. 70 pour les uns, 75 pour les autres. Non, madame, on ne peut pas dire ça. Il n'y a pas d'article pour les uns pour les autres. Il y a la Constitution avec... Selon que ça nous arrange. Pas du tout. Ça n'arrange personne. Ça n'a pas arrangé qui que ce soit. Ce sont les normes qui doivent être appliquées en l'état, face au cas d'espèce auquel on s'est confronté. Bien. Il y a 3 articles qui n'ont rien à voir avec 70, ce que vous avez dit tout à l'heure, qui n'ont rien à voir avec l'élection proprement dite. 70. Mais tout simplement, je vous parle de l'article 73, 75 et 76. L'article 73 donne la latitude à la CENI d'organiser les élections 90 jours avant. Ça peut ne pas être 90 jours avant en fonction des aspects techniques liés à la faisabilité ou non d'une élection. Oui. Il appartient à la CENI. Je suis d'accord. L'article 70, oui. Il y a polémique dans ce sens que le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Alors, certains, la majorité, disent que Joseph Kabila peut rester, bon, pas ad vitam aeternam, jusqu'à ce qu'on élise un autre président, c'est ça. Madame. L'article 70, oui, deuxième alinéa. Oui, alinéa 2, oui. La Constitution, il faut la lire dans son entièreté, mais aussi, il faut comprendre l'esprit et la lettre de la Constitution. Je suis peut-être dans les secrets de Dieu, le Sénat de 1+4 est en train de discuter sur la Constitution. L'alinéa 2 de l'article 70 est clair et limpide. Le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président de la République élu. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que cette attente, pour rester en fonction, il faut avoir eu un président de la République élu. Pour rester en fonction,
Il faut avoir eu déjà au préalable un président de la République élu. C'est la période qui permet aux deux présidents, le président sortant et le président entrant, d'échanger les dossiers. C'est cette attente-là qu'il s'agit. Il reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Mais il ne reste pas en fonction lorsque le nouveau président de la République n'est pas encore élu. Non. Alors, si dans ce cas-là, il attendrait qui? Il attendrait Jésus. Il attendrait l'installation de qui? Puisqu'il n'y a pas de nouveau président élu. Il attendrait la venue de Jésus. C'est là que certains évoquent une transition. C'est pour ça que je vous dis, en attendant l'élection, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut un dialogue. Les Congolais doivent discuter au lieu de polémiquer sur la Constitution. Il faut un dialogue, c'est mettre autour d'une table et discuter de comment gérer la res publica. Si il y a 2 cas qui ne sont pas prévus, il faut dire honnêtement ici, le cas n'est pas prévu par la Constitution, qu'on n'ait pas eu des élections. Mais qu'est-ce qu'on fait? Ce cas n'est pas prévu par la Constitution, n'est pas prévu. Mais la magie de la politique, c'est de trouver des solutions là où peut-être la Constitution ne l'a pas trouvé. C'est mettre autour d'une table et trouver la solution. Mais il ne faut pas lier que le président de la République reste en fonction parce qu'il n'a pas encore de nouveau président élu. Non, c'est une fausse lecture. Il ne peut rester en fonction que si et seulement si le nouveau président de la République avait été élu au préalable. D'accord. L'article 70. Bon, l'interprétation en fait du texte n'est pas... Il passe le témoin au président élu. Bien entendu, mais juste qu'on puisse avoir les mêmes postulats. On n'interprète pas les textes en fonction d'avoir participé à une activité ou pas. Au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas les gens qui ont fait Sun City qui interprètent les textes. C'est la Cour constitutionnelle qui a l'autorité d'interpréter. C'est la compréhension des mécanismes juridiques, comment ça fonctionne effectivement. Et ceux qui ont l'autorité aujourd'hui au niveau constitutionnel, c'est la Cour constitutionnelle. Et si vous regardez parmi eux, peut-être que l'ensemble n'a pas été à Sun City. Ça ne veut rien dire du tout. Les droits, c'est pas ça. Sinon, pour interpréter les textes qui ont été érigés par Cicéron à l'époque, il y a 2000 ans, on aurait besoin de Cicéron pour ça. Oui, venons-en au contenu. Non, mais il faut quand même préciser ces choses-là, madame. C'est important Votre pour la compréhension. Oui, oui. Non, c'est pas mon interprétation. Les textes Parce que lui, il a son analyse, il a son interprétation. Oui, j'essaie de rester un peu dans la juste droit, dans la lecture légistique en fait, du texte, qui dit qu'à la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Bien. Donc, on a l'élection du président. Maintenant, l'élection du président, donc, dès que vous partez de cet article, c'est ça, la beauté du droit, c'est il y a une arithmétique qu'il faut mettre en place. Alors, l'élection maintenant, vous avez le mot élection dans cet article ici, et il faut chercher maintenant comment on fait l'élection du chef de l'État, du président de la République. Alors, vous passez tout de suite à l'article 73, qui fixe les modalités de l'élection du chef de l'État. C'est la CENI, 73. Les scrutins pour l'élection présidentielle est convoqué par la commission électorale indépendante. C'est la CENI qui fixe ça. Donc, on part d'un postulat portant sur la transmission du pouvoir, mais on vous dit que ce pouvoir, on peut le transmettre que si on effectue l'élection. Et qui l'organise, c'est la CENI. Alors, oui, madame, s'il vous plaît, parce que là, c'est hyper important de pouvoir répondre de manière technique à une question très difficile que la population comprenne. Alors, puisque la CENI doit l'organiser, elle organise comment? La CENI dit aujourd'hui, j'ai un problème. Je reprends les mots de monsieur tout à l'heure qui disait, la CENI a dit clairement qu'il fallait 16 mois pour permettre à ce qu'on organise les élections. Très bien. Là, j'ai dit ça. Donc, techniquement, c'est impossible de pouvoir le faire dans le délai tel qu'on aurait souhaité tous. Bien. On fait comment maintenant? Est-ce qu'en ce moment-là, dans l'espace-temps de faire ces élections-là, qu'est-ce qui va se passer? Y a-t-il un problème de vacances? Non, la vacance est à l'article 76. Il faut aller vers la Cour constitutionnelle qui dit la vacance de la présidence de la République est déclarée par la Cour constitutionnelle. Tout ça, on a compris. Oui, tout ça, on sait. Mais sinon, on ne sait pas. On ne sait pas. Je suis certain qu'on ne sait pas. Tout ça, on sait. Parce que madame, ça fera trop de littérature et finalement, ça non, madame, c'est hyper pratique. Vous posez une question qui est en dehors de ce qu'on doit faire. Très bien. Les gens sont en train de pouvoir militer dans la rue en dehors de ce qu'on doit faire. La question était simple. Qu'est-ce qui se passe en cas de vacances? Mais il n'y a pas vacances. Qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas élection? Vous n'aurez vacances que si la déclaration vient de la Cour constitutionnelle et de personne d'autre. Voilà. Alors, c'est ce qu'il a dit. Alors, il y a également où voulait en venir peut-être le président Kengo en martelant sur le respect de la Constitution dans son mot à la rentrée parlementaire. On en vient à l'article 75 parce que c'est le président du Sénat qui prend donc qui remplace le président de la République pour cause de décès, de démission ou pour toute autre cause d'empêchement définitif. C'est le président du Sénat qui prend le pouvoir. Sur les principes. L'article 75. Oui, sur les principes, si les conditions de l'article 75, c'est ça, étaient respectées, nous aurions normalement un président du Sénat qui exercerait l'intérim du président de la République. Mais vous avez déjà dit que lui-même est... oui, c'est pour ça que je vous dis, il ne faut pas qu'il rêve. Il ne faut... Léon Kenouadon de Lobby, ça ne peut pas être lui. Il ne doit pas rêver. Il est à la tête d'une institution caduque, illégitime, depuis longtemps. Même si le cas
Je ne le souhaite pas, je suis chrétien. Je ne souhaite pas la mort du président de la République. Mais par hypothèse, parce que nous sommes tous mortels. Pas question que même par cette hypothèse-là, le président Kengo, président du Sénat, ne peut pas prétendre aller exercer l'intérim, tout simplement parce qu'il est à la tête d'une institution illégitime et caduque. Alors qu'est-ce qui se passerait? Qu'est-ce qui se passerait? Maintenant, il faut interpréter tout autre empêchement. Moi, je ne sais pas, les juristes valident tout autre empêchement, ça veut dire quoi? Mais lorsqu'il, lui, nous renvoie au Conseil constitutionnel, je lui dis, mais il n'a pas encore compris notre pays. Mais le Conseil constitutionnel, mais ce Conseil constitutionnel de la majorité, vous avez vu comment il a donné, pour le problème de commissaires généraux, comment il a donné au gouvernement le quitus pour nommer, pour prendre des mesures exceptionnelles sans les avoir définies quelles sont les mesures exceptionnelles. Donc la Cour constitutionnelle, c'est votre Cour constitutionnelle qui n'a pas de légitimité. Les élections des gouverneurs auront lieu ce 26 mars. Oui, les élections du gouverneur, encore ça, nous avons toujours un problème, Mamina Massengo. Avec quels députés provinciaux? Les députés provinciaux, ils viennent d'élire leur bureau. Non, ces députés. Ils viennent d'élire leur bureau. Nous avons un problème. Nous sommes dans une république bananière ou quoi? Et la majorité. Je viens de décrier ici. La majorité a gagné haut la main. Non, 17 bureaux. Je viens de décrier ici l'institution que dirige Léon Kengo Adondolobich. Caduque et illégitime. C'est le cas des députés provinciaux. Il n'y a plus de députés provinciaux aujourd'hui. D'un, parce que leur délai constitutionnel est largement dépassé. De deux, ceux de l'opposition, des députés provinciaux de l'opposition, qui avaient été élus en 2006, sous les labels de l'opposition, surtout MLC et aussi RCD, aujourd'hui, sont tous passés à la majorité. Ils sont tous passés à la majorité, alors que la loi est claire. Presque tous. Alors que la loi est claire que si on change de parti politique ou de regroupement politique, on perd son mandat. Donc ces députés-là sont doublement négatifs. Non seulement ils sont en dépassement des délais, mais ils auraient dû perdre déjà leur mandat. Parce qu'ils ont quitté leur parti politique d'origine, qui les avait élus. On va voir. Donc, même ces députés-là, nous avons un problème récurrent dans ces pays. Voilà le pourquoi du dialogue. Nous avons des problèmes sérieux, des problèmes politiques, qu'il faudra un forum politique pour réunir sur la table les hommes politiques congolais pour trouver des solutions politiques aux problèmes politiques. Ce dialogue qui tarde à venir, on va passer au docteur Denis Mukwege, qui est à Kinshasa pour la promotion de son film « L'homme qui répare les femmes, la colère d'Hippocrate ». Enfin, une date pour la projection de L'homme qui répare les femmes, la colère d'Hippocrate. Mercredi 16 mars a été retenu pour une avant-première à Kinshasa de ce film qui retrace l'assistance médicale apportée aux fistuleuses à l'hôpital de Pandi par le gynécologue Denis Mukwege. L'annonce a été faite à la presse au cours de cette rencontre. J'ai pris cette initiative de dire qu'il faut informer qu'est-ce qui se passe. Mon attitude, c'est de pouvoir informer. Et nous avions fait des études qui montrent très bien que c'est là où il y a des minerais, c'est là où se concentrent les bandes armées, et c'est également là où proviennent les femmes que nous soignons à l'hôpital. Acteur principal du film et gynécologue de par sa profession, le docteur Denis Mukwege exhorte à travers ce film les dirigeants du monde à fixer une ligne rouge contre le viol commis en République démocratique du Congo. Ça fait 16 ans que je prends en charge les femmes victimes de violences sexuelles. J'ai soigné la première génération et donc j'ai vu naître des enfants qui, en 2008, j'ai reçu pour la première fois un enfant qui était né issu du viol dans mon hôpital, qui elle aussi était violée. Ma décision a été claire. 75% de mon temps, je l'utilise pour sensibiliser, d'abord sur le plan national et sur le plan international, qu'il est inacceptable que le monde se taise par rapport à cet usage de viol comme arme de guerre. Par ailleurs, le docteur Mukwege a levé l'équivoque autour de la rumeur sur les raisons du report de cette conférence qui était initialement prévue pour le 14 mars 2016. Le gynécologue explique que la visite à Kinshasa de la ministre française en charge de l'environnement a bouleversé l'agenda de l'Institut français, parrain de cette conférence de presse. Après sa projection, ce film intitulé « L'homme qui répare les femmes, la colère d'Hippocrate » fera objet d'un jeu questions-réponses avec l'auteur du film, le représentant de la Commission nationale de droits de l'homme et la présidente de la SOFEPADI. Comment pouvons-nous nous taire
À travers ces projections à la halle de la Gombe, les Quinois vont durant 2 jours successifs découvrir le travail abattu par celui qu'on nomme le réparateur de femmes. Merci Cédric. Alors, je ne veux pas y aller par 4 chemins. Denis Mukwege, le gynécologue, est cité parmi les éventuels présidents de la République en période de transition. Voilà ce qui provoque sans doute la colère de certains de vos amis de la majorité qui aujourd'hui lui reprochent de faire de ces violences sexuelles son fonds de commerce pour se tailler une stature de présidentiable. Madame, il faut partir sur des éléments tout à fait distincts. Est-ce qu'on peut féliciter M. Mukwege par rapport à sa science, ce qu'il fait, son abnégation et tout ça? Bien sûr que oui. C'est un travail énorme qui est appréciable, qu'on doit, nous, Congolais, porter. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les souffrances de l'Est sont tellement énormes. Et vous savez, la femme, c'est la maille qui unit les générations. Si maintenant cette maille est cassée par des gens qui sont des barbares, en fait, et tout ça, on doit que les réprouver, les condamner, et tous les jours. Il fait un travail mémorable. Mais qu'on ne puisse pas faire la confusion maintenant. C'est-à-dire que la société civile a ses activités. Soit on a envie de faire la politique, on fait la politique directement. On prend ses engagements, on fait un parti politique, on y on peut être médecin et politique. Mais bien entendu, ça n'y a pas de problème. Mais il faut être clair dans ce qu'on fait. Et puis il faut être porté par les siens. Vous savez, on a vécu dans ce pays, les mêmes qui sont en train de vouloir les pousser vers l'avant, ce sont les mêmes qui ont poussé qu'on découpe les Katanga. Vous vous souvenez, dans les années 60, ils ont reconnu tout de suite, lorsqu'on a dit la sécession, c'est les mêmes pays qui étaient des pays colons dans ce pays, qui a profité de la première opportunité pour entériner les découpages du Katanga pour en faire une autre province avec les Américains derrière. Alors attention, c'est très délicat. Si M. Mukwege a une passion pour la politique, il a des envies politiques, c'est un Congolais, la Constitution lui permet qu'il les fasse de manière claire, mais qu'il soit porté par les Congolais. Moi, je suis mal. J'ai eu quelques messages qui venaient des gens ici et là et tout ça, me disant oui, c'est très bien. Je dis c'est très bien, mais portons-le nous-mêmes. On n'a pas à nous l'amener par des gens extérieurs dont on sait quel type d'agenda ils ont habituellement, ces gens-là et tout ça. Okay. Les mêmes personnes, madame, et je clôture là-dessus, les mêmes personnes, madame, ont dit que Lumumba était très très mauvais, il fallait absolument l'éliminer. Ils l'ont éliminé. Ce sont les mêmes, c'est le même pays. Et qui a reconnu officiellement dans son parlement qu'ils ont éliminé Lumumba parce qu'il était un frein à leurs objectifs. Okay. Et ce sont les mêmes aujourd'hui qui nous viennent nous porter un des nôtres pour nous dire voilà, c'est celui-là maintenant qu'on doit porter par des mécanismes tout à fait inacceptables. D'accord. Pati Katanga, Denis Mukwege, présidentiable. Je suis choqué d'entendre ce genre de choses contre un médecin aussi éloquent et aussi bon parmi les meilleurs Congolais, les fils du Congo. L'un des meilleurs, c'est Mukwege. L'un des meilleurs, c'est Mukwege, il faut les reconnaître. C'est l'homme qui nous donne la fierté d'être Congolais parce que non seulement il répare les femmes, mais moi je suis Maïmaï, vous ne savez pas ce qu'ont vécu ces femmes-là. Okay. Porté à bout de bras par certains milieux de la communauté internationale pour devenir peut-être président en temps de transition. Je demanderai à mon co-débatteur de droite d'être modeste en la matière. Porté par qui? Il est Congolais comme tous les autres Congolais. Il peut avoir ses raisons. On ne peut pas être président de la République sans avoir des raisons. Je lui conseillerais d'être modeste en la matière. Parce que, en termes de porter quelqu'un au pouvoir, hein, on sait le Congo, là où nous en sommes aujourd'hui. Donc, je lui dis d'être modeste. Mukwege est l'un des meilleurs fils du Congo. Et si demain, il a la stature d'être président de la République, il peut l'être, il peut être candidat. Okay. Alors, on va terminer complètement cette émission par Jean-Pierre Bemba. C'est lundi qu'on connaîtra le verdict dans l'affaire qui l'oppose à la Cour pénale internationale à la procureure Bensouda, dont les accusations de crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Et Jean-Pierre Bemba, pour ceux qui ne le savent pas, est sous le coup de 2 dossiers, 2 affaires à la Cour pénale. Il y a l'affaire de crimes de guerre et crimes contre l'humanité et l'affaire de subornation. Et ce lundi 21 mars, le verdict attendu, c'est dans la première affaire de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. On voit un peu comment le bureau de la Cour pénale internationale à Kinshasa a échangé avec les journalistes sur ce sujet. Jean-Pierre Bemba Gombo sortira-t-il de prison ? À quoi devrait-on s'attendre après le verdict qui sera prononcé ce 21 mars dans la première affaire opposant le procureur de la Cour pénale internationale au leader du mouvement de libération du Congo? Voilà autant de questions qui alimentent les débats. Des avis divergent sur sa probable libération. Pour l'unité de sensibilisation de la Cour pénale internationale à Kinshasa, seuls les juges détiennent la quintessence du verdict qui sera rendu. Il est clair que certaines questions à ce stade ici ne seront pas répondues parce que vous, comme nous ne connaissons pas la quintessence du verdict qui aura lieu le 21 mars.
Donc même le fait d'être au sein de l'unité de la sensibilisation de la Cour pénale internationale et même le procureur de la Cour pénale internationale ne sait pas quel sera le contenu de la décision du 21 mars. Quant au probable scénario envisagé, le bureau insiste toutefois sur la distinction à établir entre la première affaire portant sur des crimes internationaux commis en Centrafrique et la deuxième affaire portant, elle, sur l'atteinte à l'administration judiciaire ou la subornation de témoins. Est-ce que la décision d'acquittement de l'affaire au principal mettrait fin aux procédures dans l'affaire de l'article 70 ? Il n'en est pas le cas parce que ce sont des affaires tout à fait distinctes. Ce n'est pas devant les mêmes juges. L'appréciation ne peut se faire qu'au regard des éléments de preuve présentés durant le procès et débattus contradictoirement. Donc, l'acquittement est une possibilité, de même que la culpabilité est une possibilité, avec toutefois la possibilité pour chacune de ces parties qui ne serait pas contente de la décision qui sera rendue de pouvoir faire appel. En attendant le 21 mars, partant du statut de Rome dans ses articles 70 et 78, une déduction pourrait être entrevue ou utilisée comme argument par la défense pour réclamer un dédommagement ou une liberté absolue au cas où Bemba serait acquitté dans la première affaire portant sur les crimes contre l'humanité commis en République centrafricaine. On n'a plus une minute à nous, sinon mes deux invités auraient dit un mot par rapport à ce verdict attendu lundi prochain dans la première affaire Bemba à la Cour pénale internationale. On termine malheureusement cette émission sans évoquer les infidélités du courant électrique. Nous en sommes quasiment tous victimes. Vous aussi, Maître Mandiolo ? Tous. Je suis à Kinshasa, je suis congolais, donc forcément, je suis comme tous. Quoi. Donc vous voyez qu'il n'y a pas que l'opposition qui est... La majorité a toujours eu le courant. C'est nous qui habitons la cité populaire qui n'avons pas le courant électrique. La majorité est installée dans les communes les plus huppées de Kinshasa, notamment la Gombe, Ngaliema, tout ça. Ils ne sont pas Bandalunga, ils ne sont pas Ngiringiri. J'en connais beaucoup qui habitent aussi à la cité et qui font les frais de coupure intempestive du courant électrique. Ce débriefing qui se termine ici. Maître Mandiolo Guillaume de l'ULDC. L'ULDC, c'est le parti de Raymond Tshibanda, un parti de la majorité présidentielle. Parti Katanga, son parti, c'est le MDC, le mouvement des citoyens Maïma. Il est également à la DTP, la dynamique Tshisekedi. Président. Merci à tous les deux d'avoir été dans ce débriefing. Demain, 7h15, en rediffusion. Vendredi, 22h20, si tout va bien. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. Fashion, style, la mode.